projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, cap sur Douala, au Cameroun, où l'innovation numérique redéfinit les normes du secteur de l'élevage avec une application révolutionnaire. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Découvrez John Diémé, un jeune entrepreneur franco-sénégalais à l'avant-garde d'une tendance qui mêle culture et coiffure incarnée par les barbershops. Barbershop, c'est un concept à la base qui vient des États-Unis, qui est pour but de mélanger une culture et la coiffure. Une culture avec culture urbaine, afro. Nous vous emmenons à Douala au Cameroun pour découvrir comment une application révolutionnaire est en train de transformer le paysage de l'élevage. Dans notre souci et dans notre collaboration avec Gadjola, c'est qu'il nous ouvre une large action, un large plan d'action pour en même temps accompagner les éleveurs et permettre la consommation de la bonne qualité de viande. De la Mauritanie au Sénégal, voyage avec les familles de pasteurs en première ligne du changement climatique et de l'insécurité grandissante. Embarquons pour un voyage au cœur de l'élevage en Afrique guidé par l'inspiration et la détermination de Nangassa Fotso. Il a su forger une vision novatrice qui prend vie avec Gadjo Livestock, une application révolutionnaire qui transforme l'industrie de l'élevage au Cameroun. Dans cette aventure où la technologie rencontre la tradition, elle ouvre aussi de nouvelles voies pour les éleveurs et les pousse vers un avenir prometteur pour l'agriculture africaine. Un reportage de Maxime Farel-Bounia. C'est après avoir vu son entreprise partir en fumée pendant la crise anglophone que le jeune entrepreneur camerounais Ngassa Fosso a eu l'idée de mettre sur pied Gadjo Livestock, une application d'achat et de vente des produits d'élevage normalisés et traçables, ainsi que des services vétérinaires. Une révolution dans le secteur de l'élevage et de l'agroalimentaire au Cameroun et en Afrique qui suscite déjà l'enthousiasme des utilisateurs. En fait, je vais sur l'application et il y a la rubrique vétérinaire à domicile ou en ferme. Et j'ai cliqué. Directement, j'ai payé le tarif que je voulais en ligne. Et un agent de Gadjo m'a appelé dans les minutes qui ont suivi et on a calé un rendez-vous. Et le vétérinaire est venu chez moi pour ausculter la petite scie. Quand je passais par un vétérinaire lambda avant, ça me revenait quand même beaucoup plus cher. Parce qu'au-delà de ça, il fallait gérer aussi le transport. Sauf que là, dans l'application, tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Donc, je trouve que c'est accessible. Et comme ce n'est pas tous les jours non plus, on peut se le permettre. Afin de satisfaire davantage les clients de l'application Gadjo Livestock et pour un meilleur encadrement, la start-up a fait le choix judicieux de miser sur les vétérinaires qualifiés de son pays. Dans le cas du vétérinaire, on va vous demander d'envoyer votre numéro de l'ordre pour vérifier, puisqu'on travaille avec les vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre, qui ont les cliniques, dont les vétérinaires cliniciens, qui ont les cliniques, comme Dr Hugo Ndiassa qui a Uvavet. On a aussi Dr Njok qui a Yaoundé et plusieurs autres qu'on ne peut pas mentionner. Dans notre souci et dans notre collaboration avec Gadjola, c'est qu'il nous ouvre une large action, un large plan d'action pour en même temps accompagner les éleveurs et permettre la consommation de la bonne qualité de viande aux consommateurs et à ceux qui sont frivoles et friands des produits Gadjo Livestock. Dans un premier plan, nous touchons d'abord les éleveurs. Dans la mesure que quoi? Nous apportons notre aide que nous apportons aux éleveurs, c'est de les apprendre comment élever les bêtes et aussi comment les traiter. Dans un monde qui se veut de plus en plus digital, l'équipe travaille sans relâche afin d'assurer l'inclusion de tous les acteurs du secteur, y compris ceux qui se trouvent dans les zones éloignées des centres urbains. On prend beaucoup de temps et beaucoup de tactiques pour les convaincre. Et il y a ceux qui adhèrent avec beaucoup de joie parce que c'est une solution qui va les aider à les éliminer le stress, le transport et avec l'accompagnement vétérinaire, ils trouvent les comptes. Satisfaire des éleveurs qui évitent désormais les ventes par intermédiaires et voient leurs bénéfices augmenter, Gadjo Livestock a su se positionner comme un allié précieux pour ceux qui aspirent à une gestion plus efficace de leurs activités. Nous avons aussi un souci, quand il pleut, ce n'est pas facile pour nous. Mais
c'est pas facile pour vendre. Mais là, comme il y a Kajos First Stock qui est là, on peut faire les ventes en ligne, même sur place. On peut livrer les clients. Les clients peuvent voir la qualité, tout, on les livre. Les commandes via cette application sont simples et pratiques, comme l'explique ce pisciculteur. Le processus de fonctionnement est assez simple. Premièrement, le service client de Gajo Livestock nous appelle nos services clients, passe leurs commandes en donnant les spécificités telles que le nombre de kilos qu'ils veulent, le poids moyen des sujets et le nombre de sujets que le nombre de kilos doit avoir. Nous leur donnons un délai de livraison ou de préparation de commande de 5 à 30 minutes en fonction de la quantité sollicitée. Et leur livreur vient sur place récupérer le colis contre un bon de livraison. Conscient du potentiel immense de l'élevage en Afrique et au Cameroun en particulier, le jeune entrepreneur n'abdique pas et rêve de conquérir l'Afrique entière. Si nous avons la possibilité de déployer ça, je trouve que ça va aider presque tout le monde qui pratique l'élevage dans plusieurs pays en Afrique, pas seulement au Cameroun. Donc la vision est grande, donc j'invite tous les Africains d'adhérer à notre plateforme. Son rêve de conquérir l'Afrique entière avec Gajo Livestock reflète sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur, favorisant ainsi le développement durable de l'agriculture et de l'élevage sur le continent. Notre invité du jour, John Diémé, a une histoire d'entrepreneuriat passionnante et socialement engagée. Originaire de la diaspora franco-sénégalaise, cet avant-gardiste n'a pas froid aux yeux. Il a importé en France une tendance venue tout droit des États-Unis tout en l'adaptant à sa double culture franco-sénégalaise. Notre journaliste Lionel Cauchois l'a rencontré à Paris. Regardez. Bonjour John Diémé, vous êtes un jeune entrepreneur franco-sénégalais, le co-initiateur de la vague Barbershop qui a déferlé à Paris et dans le reste de la France. Vous êtes aujourd'hui à la tête de 3 salons et d'une franchise. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est au juste un barbershop ? Un barbershop, c'est un concept à la base qui vient des États-Unis, qui est pour but de mélanger une culture et la coiffure. Une culture et culture urbaine, afro, d'accord, où on essaie d'échanger avec, par le biais de différents outils, qui sont des tondeuses, qui sont des ciseaux, qui sont là pour pouvoir sublimer une coiffure et affirmer une identité. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est beaucoup commerce de proximité qui attire une clientèle beaucoup basée sur la culture urbaine hip-hop et qui a un mélange de pouvoir de toute texture de cheveux, de toute communauté autour d'un lieu. Comment vous est venue l'idée de créer votre premier barbershop ? L'idée du premier barbershop, elle est venue suite au premier salon de coiffure que j'avais lancé. Parce que j'avais lancé un salon de coiffure à Aulnay-sous-Bois autour de l'agence de modèles que j'avais et qui était dans la mixité. Donc c'était côté femme et côté homme. Et à la suite de ça, j'ai voulu m'agrandir avec une autre vision qui m'a permis d'avoir fait un échantillon et de voir qu'est-ce que je peux améliorer et quels sont les besoins. Et à partir de là, j'avais lancé d'abord un premier salon de coiffure pour femmes et je voulais dissocier les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intimité que les hommes ont besoin et l'intimité aussi qu'une femme avait besoin, en tout cas dans cette culture que je voulais lancer. Et c'est comme ça que cette idée est venue. J'ai vu qu'on était dans une nouvelle ère où l'ère qu'on avait déjà des salons de coiffure était déjà vieillissante. Et avec aujourd'hui le nouvel ère, avec tout ce qu'on a apporté, Instagram, etc., je trouvais qu'on pouvait apporté quelque chose qui manquait. Et c'est vrai que j'étais fan d'un film qui s'appelle Barbershop aux États-Unis et qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné cette tendance à dire que ce qu'ils ont apporté, on peut le faire ici, avec notre identité à nous, d'accord ? Parce qu'on est, même si on a la même culture hip-hop, etc., mais identitairement parlant, on est différent des États-Unis. Et je pensais qu'on pouvait apporter notre touche avec quelque chose qui était plus nous représentatif de notre communauté. Vous avez créé ensuite les Groomers en 2016, un barbershop d'un nouveau genre. Quelle était votre idée de départ ? Mon idée de départ, déjà, elle a été de faire en sorte de pouvoir populariser ce métier de barbershop qui est issu de la culture afro, culturelle urbaine, qu'on a pris des États-Unis, mais qu'on a voulu mettre à notre sauce. Le but, c'est étant de la diaspora, de moi-même, étant franco-sénégalais, était d'être aussi un exemple et d'apporter. Parce que le but, c'est d'apporter et de marquer l'histoire. Comment je marque l'histoire ? C'est en faisant des actes. Et en faisant ces actes, c'était de faire quelque chose de fort, mais qui
appelle et qui représente quelqu'un ou une communauté pour aller de l'avant. Cette communauté-là, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas nous, les outils que j'avais, c'était que le rayonnement, on est beaucoup dans le bien-être, on est beaucoup dans la réflexion de soi-même. Et la coiffure affirme une identité. Voilà. Donc le fait d'avoir cet échange-là et de pouvoir créer quelque chose qui appelle à ça, c'était quelque chose de beaucoup plus fort. Voilà pourquoi j'ai fait les Groomers, pour qu'ils puissent être représentatifs et qu'ils puissent avoir un savoir-faire qui peut se transmettre dans le monde entier. Que si demain je prenais des jeunes qui n'avaient pas un réel envie de faire quelque chose, je leur ai donné cet amour à faire cette chose-là pour pouvoir faire en sorte qu'on soit des barbeurs et que ce métier-là puisse vous servir dans n'importe quel endroit où vous allez. Et c'est comme ça que j'ai voulu apporter. Et étant de la diaspora, le but, c'était aussi de marquer l'histoire et de dire qu'on est venu en mission. Quelle est notre mission? Nos parents sont venus ici, ils ont fait des choses. Quelles sont notre mission? Comment on a contribué? Et comment on va rendre ce qu'on a reçu? Dans vos salons, vous avez créé une vraie identité avec votre concept de cage ouverte. Pourquoi cette idée de cage ouverte? Cela a-t-il un rapport avec votre vécu? Ça a vraiment un rapport avec le vécu, parce qu'on vient de quartier, d'accord? On a eu cette chance aussi, c'est-à-dire on a eu cette chance de côtoyer, de voir un milieu qui nous a permis d'être dans la débrouillardise, mais malheureusement où il y a des côtés inconvénients aussi. Ces inconvénients-là sont que la cage représente la prison, c'est pour dire qu'on n'est pas condamné à l'échec et qu'on n'oublie personne, et pour faire comprendre aussi que ce n'est pas une cage qui peut nous enfermer. Aujourd'hui, on n'est pas dans les excuses, aujourd'hui, on est dans les faits, on sait ce qu'on a reçu, on sait la chance qu'on a eue d'être ici, donc on sait qu'on n'en fait qu'une force. Les gyrophares, c'est cette signal d'alarme pour dire qu'il est temps de se réveiller et que c'est aussi pour dire que la police, elle est là, qu'elle est dehors et que si on n'est pas prêt à s'armer, mais mentalement et s'armer bien, on peut en fait perdre et perdre gros. Donc le but, c'était quand vous verrez dans la cage, tout a été fait par nous, c'est les travaux, on les a fait nous-mêmes, c'est pour dire fait par nous, pour nous, et qu'on est capable. Notre architecture, il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites, vrai, il y a beaucoup de défauts, c'est dû à ce que représente l'humain. L'humain est rempli de défauts. Voilà. Donc on donne un sens à nos boutiques pour faire en sorte qu'il y ait une âme, parce qu'on est des artisans. Et ce qui ressort de l'artisanat, c'est toujours l'âme, l'amour que vous mettez dedans. Donc voilà pourquoi il y a une cage, voilà pourquoi il y a des gyrophares, voilà pourquoi aussi il y a des bars, des fois il y a des pièces. C'est pour montrer l'importance qu'un sou c'est un sou, mais que l'argent n'a pas vraiment d'importance si vous ne mettez pas votre cœur à faire les choses. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant dans un périple extraordinaire, le quotidien de la transhumance des familles pastorales du Sahel qui font la route de la Mauritanie au Sénégal avec leurs animaux. 20 millions de personnes vivent de l'élevage dans cette vaste région et pour la majorité d'entre eux, l'amenuisement des ressources naturelles, eau et pâturage entraînent conflits et insécurité. Mais depuis 2015, éleveurs et villageois apprennent peu à peu à dialoguer à travers des comités locaux. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale, a aussi atteint des résultats exceptionnels. Regardez. Golle jatam ko gaynaaka e fof ko gaynaaka dal takim ek ko ɗum tawimi tanam hen a waɗ baabi ɓam hen mbaɗ so hoɗo gasi tan min eggan min jeela e hot oɗo jaman hene waɗi hen ɗo min gonata min jahata tan balɗe ɗiɗi min jotto hene waɗi hen ɗo min mbaɗata hedde balɗe sappo walla balɗe sappo e joyyi walla balɗe nogas enen waɗi min keɓe hen caɗele ɓurnomi hen wurto mi ayni yahna kaake ɗe moƴƴe siko ɗe moƴƴi mi wawa hen wuur ko ɗum wurtimi hen eyi mbeɗa wona ko mbawi sifde minen noon min keytata min egga min dentinmo dahmir amen fof ha kawra min cuuro
eyo min gadda daabeji amen min dow bagage amen min jaltin min tega dow saret so on pari min kaɓɓa ha teeɗi min kaɓɓa bamɗi amen eyi kaake ɗe départ jawta jaada gaynaka eyi sarteɗe ɗen kaɓɓa ngabbo ala hoɗo ko wawata nani hoɗo heewatno min gona ɗo ha toɓ joni noon oɗo jamanu kam hoɗo ustot tan min jaa komin tawat toon ko foti min dañde mumen caɗele probléme ndiyam ga ayi guese mumen minen hen dañi kadi probléme mi indi kam haɗa andi fof ɓe kam aɓe ɗo keewa siko wurnoynen to ɓen macciɗo ɗo wuɗɗi kam hoɗo koko ɗo heddi ndiyam ɗamde kam haɗam yeewe probléme sabu wi on somin jeeyi han min taw hombo waɗi han min taw mboɗo han min jollo janggat min gonɗo goto hen fof dañi barili min gara hoɗo ko noon noɗi hoɗo seeɗa tan noɗi hoɗo kam o ñamde nde kam min neɗɗo mankat ñamde tan yeeya mbawdu mum sooda gooro mum ko noon tan min gonira hen gooro amen min ƴooga hen ndiyam amen heddi ko won gooro wuro amen min cooda hen maaro min cooda hen nebbam min cooda hen dal wadde ko maaro gueƴe cewɗe ɗe min dañi min cooda hen gawri amen ɗum woni gooro ɗum min codda gawri si jafe-jafe yi may jànkuwante ak ñoom damay xëy fii di béy ba wàcc nit jóge fu Saalum ñëw fanaanal ci pegg tool bi xëy na sax gisul tool bi mais day jur gi dañuy wëtti guddi rek du ko yëg mën naa am fekk yëg ko mën naa am fekk yëg na ko waaye man fekk man béy naa ba ñibbi jur gi wëtti guddi ñëw fekk ñu dugg tool bi yàq lu bëri ma ñëw rek fekk ñu yàq sama ko toppee du ma ci mën moom dara day ñàkk waaw damay ñàkk li mu waroon a am rendement bi day wàññiku. Le but de cette réunion, c'est d'engager un dialogue entre agriculteurs et éleveurs pour se comprendre, pour minimiser les conflits. On discute et on trouve des compromis. Avant la création de ce cadre, il y avait beaucoup de conflits qui ont même amené à des morts d'hommes, qui ont amené même à des empoisonnements d'animaux. Mais depuis la création du cadre, avec les concertations, avec les réunions que nous organisons au niveau des communes, au niveau des départements, il y a eu vraiment moins de conflits. mbeɗa wawi hen sifade hen honde baali taken ñakke ko refinatata mum il faut ñakke soko ñakkaka koko daña probléme ko ñabbu mum tan tagit nga arde pour jawdi ndi dañan hoɗo koto ñaami jawdi kam sa wondi hen ma ando woni he c'est que sellani ma ando c'est que ɓiire aɗa nden ɓerde a yen ɓiire ane kadi ko noon tan mbatta ma wode ɓe janggimi gaynama. Et nous retrouvons notre invité, John Ndiémé, dans la suite de cet entretien. Fier d'être issu de la diaspora sénégalaise, l'entrepreneur a fait le choix d'être un leader pour les jeunes de sa communauté. Découvrons ensemble comment il insuffle inspiration et motivation à travers son parcours et ses actions. Comment expliquer cet engouement en France pour les barbershops? Cet engouement, en fait, il est facile. C'est dû à l'évolution du hip-hop et de tout ça. Aujourd'hui, on est dans une communauté émergente qui aujourd'hui a un pouvoir d'achat, qui se réclament à pouvoir exister et à pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose qui revient de droit, c'est-à-dire une qualité, quelque chose de tendance. Et comme vous verrez, nous, on est juste une continuité du hip-hop. Le hip-hop, aujourd'hui, prend de la place dans le monde, comme la première musique au monde, avec toutes ces tendances-là, que ce soit aussi que l'afro, la musique afro, etc., avec tout ce qui est nigérian, tout ce qui est congolais, tout ce qui est aujourd'hui dans cette musique où il y a cette tendance. Et le barbershop, ça va dans la même lignée. D'accord. Aujourd'hui, donc, on a pris de l'ampleur grâce on est arrivé en même temps que les influenceurs. Avec ce nouveau Instagram, avec ces nouveaux réseaux sur les Twitter, etc. Donc, on est arrivé dans on va dire, un courant et on a su prendre la vague. Et aujourd'hui, vous avez vu, tous les lieux sont comment ça s'appelle? Ils sont attirés par le visuel. Nos barbershops sont visuellement, ils sont agréables, ils sont attirants, ils sont instagrammables. D'accord. On arrive dans une tendance où la coiffure était popularisé grâce aux influenceurs, grâce aux footballeurs, tout ce qui est tendance. Donc on associe un métier à des célébrités. Donc ce métier-là prend de la valeur,
prend de la valorisation et fait qu'il attire toute cette nouvelle jeunesse. Vu qu'on est dans l'ère du temps, eh ben, c'était facile en fait. Donc on est arrivé dans le canot qui répond à une demande. Vous avez ouvert aujourd'hui votre propre école de barbeur pour former et aider les jeunes de la diaspora issus de parcours chaotiques. Pourquoi cette dimension sociale est-elle si importante pour vous? C'est important pour nous parce qu'il faut savoir rendre ce qu'on a reçu en fait pour le vrai. Aujourd'hui, je fais partie des jeunes entrepreneurs qui se disent que l'entrepreneuriat c'est une passion et c'est un devoir. Et quand tu es un leader et quand tu sais pourquoi tu es là et ta mission de vie, tu dois te faire en sorte de contribuer à l'émergence de ton entourage, de mon environnement. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'échec parce que beaucoup de gens étaient individualistes, ont gardé les choses peut-être pour eux et ont eu une réussite qui était solitaire. Aujourd'hui, on doit avoir une réussite solidaire parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à tous les combats et toutes les réussites qu'on va faire ensemble et qu'on va transmettre par la transmission qui va faire en sorte qu'il y aura une brillance de la communauté, une force et, je pense, comment ça je pourrais dire, on avait un ras-le-bol en fait d'avoir ce côté un peu de victimisation, de toujours être victimisé, à toujours croire qu'on n'a pas les moyens de faire les choses alors que tout dépend que de nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir, moi, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté, j'ai été dans les quartiers, etc. On a vu ce qui se passait, on a vu la capacité, les compétences, les capacités qu'on avait. On a vu aussi malheureusement les côtés un peu sombres, etc. Et on a vu pourquoi il y a eu ces côtés sombres, parce qu'on avait besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, il y a beaucoup de gens qui manquent d'amour. Et si on arrive à faire ça dans notre parcours de vie, et si on arrive à donner, je pense qu'on peut sauver beaucoup de gens. Et on ne peut pas sauver le monde, mais on pourra sauver notre entourage, notre communauté, qui va faire que grandir. Et que comme là on a fait un petit barbershop dans le 19e, on a commencé dans le 19e. Aujourd'hui, il y a des barbershops dans toute la francophonie, dans tous les médias francophones. Et je pense que ça a été nous l'acteur, et ça n'a pas été les États-Unis acteurs, parce que les États-Unis étaient là avant nous, et il n'y avait pas cette tendance-là. On a lancé quelque chose avec un impactant, et je pense que ça a beaucoup fait bouger les choses. Dans votre établissement, vous proposez également des cours de langue, l'anglais, le coréen, mais aussi des langues africaines comme le Wolof, le Dioula. Est-ce important pour vous, le retour à sa propre culture? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été très très important, en tout cas surtout dans la démarche de faire ces cours de langue, c'est dire qu'on sait d'où on vient. La langue, ça nous permet de savoir identitairement qui on est. Ça nous permet aussi d'aller de l'avant et de pouvoir discuter et d'aller voir avec nos grands-parents, nos parents, pour connaître notre histoire. Et faire en sorte qu'aujourd'hui, vu qu'on est ici de beaucoup de mixité, faire en sorte que notre culture à nous-mêmes, des deux côtés, elle ne disparaisse pas. C'est ça le plus important, pour faire en sorte qu'on soit un peuple fort et pas un peuple perdu. Voilà pourquoi on a voulu faire les cours de langue, pour pouvoir lancer une tendance, mais au-delà du cours de langue, derrière le cours de langue, il y a le cours de culture qui va avec. Et chez nous, on dit qu'il n'y a pas d'éducation sans culture. Voilà. Vous souhaitez ouvrir prochainement une école au Sénégal, votre pays d'origine. Quels en sont les objectifs? Donc mon but, c'est d'ouvrir pas qu'au Sénégal, c'est d'ouvrir aussi à Abidjan, au Sénégal, à Abidjan, et puis une autre capitale, pour faire en sorte d'apporter, ce que nous, on a réussi à faire ici. Pourquoi? Parce que je pense que le modèle économique et le modèle aussi social, il a été bien, très bien même. Il était impactant. Et je pense qu'on peut faire le même travail qu'on a fait là-bas avec des codes de là-bas, avec vraiment une expérience du terrain qui est là-bas, qui va pouvoir faire la même émergence qu'on a pu le faire ici. Parce que les codes ne sont pas les mêmes, la réalité ne sont pas les mêmes. Il faut apporter le fond, il faut qu'il soit différent. La cascade, ça sera la même, mais le fond sera différent. Et le fait de repartir un peu aux sources, c'est aussi pour montrer qu'on est parti en mission, en fait, pour de vrai. On est venu en mission, et notre travail, c'est de revenir et faire le travail. Et d'arrêter de simplement envoyer des Western Union en pensant que c'est des assistés, mais leur donner le moyen de pouvoir se concrétiser et de faire les choses et qu'eux aussi puissent à leur tour nous apporter aussi ici, que ce soit un échange, qu'on puisse lancer des choses pour leur faire comprendre qu'on n'a pas tout à vous apporter en pensant qu'on est meilleur, qu'on est supérieur, qu'on peut apporter, mais faire en sorte que le modèle qu'on a mis en place, les aider à les mettre en place pour qu'eux aussi puissent influencer le monde, comme ils l'ont déjà fait par rapport à la musique, par rapport au style vestimentaire, par rapport à beaucoup de choses. Et qu'on essaie juste d'industrialiser les choses par rapport à la culture, parce que moi, mon registre, c'est la culture et le social. Donc je le fais par mon biais, mais que ça puisse faire par d'autres, par la tech, par l'industrie, par beaucoup de choses. Quelles sont vos ambitions pour demain? Donc moi, mon ambition, c'est ça.
c'est de faire grandir mon école pour que mon école puisse être reconnue mondialement et non que locale, qu'elle soit vraiment reconnue, que nos barbershops, en tout cas dans la fonction qu'on veut faire, dans les cours qu'on va apporter, dans les diplômes qu'on va apporter, et ben on puisse lancer une vraie industrie, un vrai métier d'artisan et qui fait en sorte qu'il puisse perdurer et avoir un impact social sur la société. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de John Diemé ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.